La question suivante, s'il vous plaît. Bonjour. L'agence de presse de l'Arménie, Monsieur Lavrov, je voudrais vous poser une question sur la situation en Arménie. Nous voyons qu'on essaie de forcer l'Arménie de suivre une voie fausse qui empêche l'existence même de l'Arménie. Tout cela est fait au détriment de liens séculaires amicaux entre la Russie et l'Arménie pour faire plaisir à l'Occident. Nous savons que l'Arménie a bloqué sa participation à l'OTSC. Nous savons que les autorités arméniennes ignorent un nombre des événements qui sont organisés à la base des plateformes russes, mais en même temps, récemment, les autorités arméniennes ont commencé à traîner littéralement le pays à l'Union européenne. Nous savons que le référendum sur l'admission des pays à l'Union européenne va se tenir. Aujourd'hui, nous avons su que l'Arménie va signer l'accord sur le partenariat stratégique avec les États-Unis. Alors, tout cela se passe dans le contexte des menaces tout à fait réelles de la part de nos voisins. Tout cela se passe dans le contexte de risques grandissants d'une nouvelle guerre. Alors, comment Moscou interprète cette situation en Arménie et comment voyez-vous le déroulement des événements dans l'avenir? Et la deuxième question, si vous me permettez, porte sur le 80e anniversaire de la grande victoire que vous avez déjà évoquée. C'est notre victoire grande, commune, et la contribution de gens soviétiques, y compris du peuple arménien, à cette victoire est très, très grande, vraiment. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue que c'est la mémoire sur cette victoire est l'une des bases de la coopération stratégique entre l'Arménie et la Russie? Et notre société autonome à but non lucratif, dont je suis représentant, mène les travaux très actifs au cours de ces 7 mois dans l'espace eurasiatique. Nous préservons la mémoire historique. Nous luttons en faveur de la préservation de valeurs traditionnelles et je peux vous dire que cela attire l'attention de beaucoup de jeunes gens. En octobre, nous avons organisé un grand événement à Yerevan. Il y avait plus d'1000 étudiants qui ont participé, étudiants arméniens. Nous avons félicité tout le monde à l'occasion de cette fête et nous avons rendu hommage à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale et nous avons déposé les couronnes à la flamme éternelle. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, bien sûr, c'est le sujet sacré pour tous les peuples. Premièrement, de l'Union soviétique. Ces gens ont été victimes du génocide de la part d'envahisseurs nazis et c'est le sujet sacré pour tous ceux qui, soit dans les unités de forces armées, soit dans les camps de résistance, luttaient contre l'injustice, lutter en faveur de la vérité. Il s'agit d'un grand nombre de pays européens qui étaient mis en cause, dont la sécurité a été mise en cause par les nazis. Les Français, les Américains ont participé à plusieurs opérations pour lutter contre le nazisme et nous rappelons de tout cela. Napoléon a envahi l'Europe et a incité tout le monde à aller infliger la défaite à la Russie. Et la situation était pareille avec l'Allemagne d'Hitler quand plusieurs dizaines de pays occupés par les Allemands ont envoyé leurs soldats
envoyé de détruire l'Union soviétique. Et hier, ou peut-être avant-hier, Biden a présenté le rapport sur la politique et il a dit « Nous avons réussi à renforcer l'OTAN, à renforcer les alliés de l'OTAN. 50 pays ont été pris dans le collimateur, ont été forcés de lutter contre la Fédération de Russie par les mains de l'Ukraine. » Alors l'histoire se répète. Vous savez, ce sont les méthodes d'imposer la suprématie, la volonté de mettre en œuvre le bonapartisme, le soi-disant bonapartisme. Tout cela se répète. Maintenant, on voit toutes ces méthodes avec l'Ukraine. Ces méthodes sont utilisées afin de détruire notre pays. Alors, tout ce que les autorités, le grand public font, y compris votre association, mérite l'estimation, l'appréciation la plus haute. Et je sais que non seulement à Yerevan, mais aussi dans les villages, dans les autres villes de l'Arménie, et notre ambassade coopère de façon étroite pour participer à de tels événements grands comme par exemple le régiment des immortels, le dictant de l'histoire, pour sensibiliser les jeunes gens, pour les attirer à préserver cette mémoire historique. Et nos diplomates s'entretiennent avec les diplomates arméniens. Ils prennent soin des cimetières, des mémoriaux. Alors nous n'avons aucun doute que l'Arménie et la Russie sont les peuples amicaux, sont les peuples fraternels, et les relations mutuelles seront toujours basées, fondées sur ces sentiments réciproques de l'amitié. En ce qui concerne nos relations d'aujourd'hui au niveau officiel, ce ne sont pas les relations, les rapports simples, faciles. Vous l'avez déjà évoqué. Récemment, on a adopté une loi ou une décision, un décret de gouvernement de démarrer le processus d'admission à l'Union européenne. Monsieur Overchuk est une personne, un homme politique très expérimenté. Il est chargé de questions de l'Union européenne. Alors, il a dit que ce sont les choses complètement différentes. Ce sont les deux systèmes complètement différents. Il s'agit de l'augmentation ou de réduction de tarifs d'impôts, par exemple. Ce sont même les politiques très différentes. En 2013, après nos avertissements multiples, M. Yanukovych a prêté attention au fait que les pourparlers qui avaient eu lieu sur l'association avec l'Union européenne continuaient et cet acte pourrait aller à l'encontre avec la politique de l'intégration eurasiatique. L'Ukraine voulait obtenir les tarifs préférentiels avec l'Union européenne, avec laquelle la Russie a construit des barrières, des limites pour des raisons complètement compréhensibles. Nous avons obtenu cette défense pour protéger nos secteurs d'économie et de services.
Et si l'Ukraine, en ayant les tarifs zéro avec la Russie, aurait obtenu le même régime avec l'Union européenne, les produits européens qui, selon nos accords avec Bruxelles, sont imposables, ils auraient été vendus à titre gratuit à l'Ukraine, mais quand ils ont compris que si rien faire, nous allons dresser une barrière sur le chemin de les impositions ukrainiennes en Russie, ils vont souffrir puisque la partie majeure de leur économie dépendait en Russie. Ils ont décidé de mettre à part la signature de cet accord pour prendre une décision et nous avons proposé de notre part avec l'Ukraine et la Commission ukrainienne prendront une décision ensemble pour faire en sorte que l'Ukraine obtient de nouveaux avantages de l'association avec l'Union européenne et ne perd pas les privilèges qui sont liés aux zones de libre-échange avec la CEI. Et M. Barroso, qui était chef de la Commission européenne, qui était un homme très hautain, il a dit que l'Union européenne ne se mêle pas dans les relations entre la Russie et le Canada, par exemple. Alors, la décision des autorités légitimes de l'Arménie de commencer le processus de l'association avec d'autres organisations qui veulent voir l'Arménie en tant que membre permanent, peut-être ce sont les autorités arméniennes qui doivent prendre cette responsabilité de ceux qui tranchent les questions liées au bloc économique. L'Arménie a bloqué sa participation à l'OTSC. Elle ne participe plus aux événements, mais ils ont dit que cela ne signifie pas que nous bloquons la prise de décision où il y a un besoin de consensus. Notre organisation travaille de manière complète. Cela fonctionne. En 2022, en automne, nous avons finalisé les volets du travail des observateurs de l'OTSE afin de jouer un rôle modérateur sur la frontière, mais nos amis arméniens ont dit à l'époque que ils ont refusé cette décision. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas dire oui, puisque après 3 jours de combat sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et le président Poutine a évoqué ce sujet à maintes reprises. Il n'y a pas eu de démarcation de la frontière, jamais. Et 2-3 kilomètres de cette frontière, oui, il y a eu des problèmes, mais refuser cette mission de l'OTSE, qui aurait été plus efficace, c'était une décision tout à fait souveraine, mais parallèlement, ils ont inventé les missions de l'Union européenne pour une période de 2 mois. Et puis l'accord initial, ils ont fait cette mission sans durée non limitée. Et maintenant, ces autorités tranchent les questions qui intéressent les alliances occidentaux.
Hier, j'ai entendu dire que Arat Mirzoyan a signé avec Blinken un accord entretenu sur le partenariat stratégique. C'est une décision souveraine de deux États. La chose principale, ce n'est pas l'accord signé, c'est ce qui écoule de ce traité. Oui, nous avons aussi utilisé cette notion, le partenariat stratégique avec nos partenaires occidentaux, mais quand même, jamais ces traités, en déclarant le partenariat stratégique, n'a pas forcé ce partenaire de s'opposer contre une partie tiers, même dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'époque moderne, nous n'avons forcé personne, n'avons forcé aucun notre partenaire stratégique de s'opposer contre quelqu'un d'autre. Mais notre dialogue se poursuit. Arat Mirzoyan est invité en Fédération de Russie. Il a accepté cette invitation. Nous attendons M. Mirzoyan en Russie. Nous espérons que cette visite aura lieu. Sky News, s'il vous plaît. Thank you, Foreign Minister. Ivor Bennett from Sky News. The return of Donald Trump has fueled speculation of a peace deal in Ukraine. Is he the master deal maker he claims to be? And how far is Russia willing to go? What concessions are you willing to make to reach an agreement? And my second question, if I may, is what's your reaction to Donald Trump's recent refusal to rule out using military force to acquire Greenland? If that were to happen, how would Russia react? And can you rule out using military action in the Arctic? Pour obtenir le Groenland, et quelle sera l'action de M. Trump? Autant que je sache, il y a des initiatives concrètes en ce qui concerne ce sujet qui seront utilisées juste après l'inauguration de Donald Trump. L'initiative que j'ai vue concerne le début de négociations avec le Danemark sur l'achat de Groenland. En même temps, nous attendons les déclarations du Premier ministre du Groenland. Et le Groenland a des relations assez spéciales avec le Danemark. Il ne désire pas, les habitants du Groenland ne désirent pas être les Américains ou les Danois. Ils veulent être les Groenlandais. Nous, en tant que les voisins avec d'autres péninsules et les îles, nous avons entendu les habitants de la Crimée, du Donbass, les habitants de la Nouvelle-Russie pour savoir leur attitude à l'égard du régime qui a obtenu le pouvoir par la voie d'un coup d'État illégitime et qui n'a pas été accepté par les habitants de la Nouvelle-Russie et du Donbass. Cela correspond à ce qui, j'ai dit au début de cette conférence, le droit des nations à l'autodétermination. Dans les cas où la nation fait partie d'un État plus grand, pense qu'il ne se ressent pas confortable au sein de cette nation et qu'il désire de déterminer son propre destin, ce grand puissance a le droit de n'aller pas contre cette décision. L'Espagne contre la Catalogne, le Royaume-Uni contre l'Écosse. Ce sont les exemples. Si une petite partie de la nation a une aspiration, a un désir d'utiliser leurs droits
à l'autodétermination et le droit international, comme prévu par la Charte de l'ONU et par la déclaration de l'Assemblée générale, signifie que si tous doivent respecter l'intégrité territoriale de l'État, dont les gouvernements représentent la population entière qui habite en territoire certain. Si le Groenland pense que le Copenhague ne représente pas les intérêts de sa population, il a le droit à l'autodétermination. Ainsi que le droit à l'autodétermination était la base du processus de la décolonisation dans la période de l'année 60-70, quand le peuple africain, quand le peuple autochtone africain ont compris que les colonisateurs qui ont régné sur eux ne représentaient pas leurs intérêts, ne représentaient pas les intérêts de cette population. C'est là où ce droit à l'autodétermination fixé par la Charte des Nations Unies a été réalisé de plein droit en conformité complète avec la Charte. Aujourd'hui, 17 terrains dans le monde restent non réglés. Il y a un comité spécial qui annuellement confirme la nécessité de terminer le processus de la décolonisation sur la base des résolutions qui concernent les questions qui concernent l'île de Mayotte, que les Français ne désirent pas quitter. Cela concerne aussi les Comores. Le Maurice, il y a 17 territoires pareils. Quand même, le droit des nations à l'autodétermination existe. Ce droit est réalisé dans le cadre du processus de la décolonisation. C'est une base de la termination de ce processus sur ces 17 territoires et le droit des peuples à l'autodétermination font la base des décisions prises par les habitants de la Crimée en 2014 et par les habitants du Donbass de la Nouvelle-Russie en 2022. Tout comme les peuples africains ne considéraient pas les colonisateurs ceux qui représentaient leurs propres intérêts. De la même façon, les habitants de la Crimée, de la Nouvelle-Russie, du Donbass ne considéraient pas ceux qui sont venus accéder au pouvoir en 2014, c'était les personnes qui ne représentaient pas leurs intérêts. Ces nazis, ayant accédé au pouvoir, ont déclaré qu'ils vont éliminer le statut de la langue russe en Ukraine. Ils l'ont fait. Ils ont adopté les lois qui contredisaient la langue russe bien avant l'opération militaire spéciale. Et à l'Occident, personne n'a bougé du doigt, personne n'a dit rien. Et ce qui concerne les droits de l'homme, cela appartient à la Charte de l'ONU. Tout le monde doit respecter les droits de l'homme en dépit du sexe, de la race, de la langue, et l'Église orthodoxe canonique est prohibée et personne ne prête son attention à ces violations. Et quand même, l'Occident est toujours possédé par l'idée de trancher les questions liées aux droits de l'homme. Mais quand les nazis tâchent d'éliminer l'histoire, éliminer les droits, personne ne bouge du doigt. Et quand le président Trump, quand il deviendra le président, confirme sa position sur l'Ukraine, nous, de notre part, nous allons examiner cette position.
Tout ce qui est dit pour le moment par M. Trump, cela est dit dans le cadre de la préparation vers l'inauguration. D'après Donald Trump, avant son entrée dans son office. Il comprend que, bien avant, il faut déménager dans son office ovale. Ce qui est discuté depuis cette dernière année et en aspect particulier, on parle plus souvent des réalités sur le terrain. Je pense que c'est une chose qui ne peut être que saluée. Monsieur Waltz, qui deviendra conseiller de la défense du président, et le président Trump, dans sa grande interview, ont mentionné les causes profondes du conflit en ce qui concerne l'entraînement du régime de Kiev à l'OTAN, malgré les accords qui ont été atteints dans le cadre des pourparlers entre l'Union soviétique et les États-Unis et dans le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, où par consensus, les présidents, notamment le président Obama en 2010, ont stipulé qu'aucune organisation, aucun pays sur le territoire de l'ESCE ne prétendait à avoir une position dominante. Aucun pays ne renforcerait pas sa sécurité au détriment de la sécurité des autres. C'est ce qui a été stipulé dans ces documents. Quant à l'OTAN, l'OTAN a fait juste l'opposé de ce qu'il avait promis. Trump l'a dit. C'est une première. C'est pour la première fois qu'un responsable politique occidentaux a dit que les Otaniens avaient menti au moment où ils signaient les documents, notamment au sein de l'ESCE. Cela n'a été utilisé comme auparavant, c'était juste en papier et en réalité, l'OTAN allait vers nos frontières en détriment des accords sur l'Allemagne de l'Est qui a fait partie de l'Allemagne. Et ils ont repoussé leur infrastructure militaire vers nos frontières. Ils ont prévu de créer des bases militaires, par exemple dans la Crimée et dans la mer d'Azov. Tout cela est bien connu. C'est une cause profonde. Et finalement, après des mois, après 2 ans, ces causes profondes sont maintenant fixées dans le narratif américain, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas des droits des Russes. Et pourtant, la langue russe, la culture russe, l'utilisation de la langue russe pour les médias, l'Église russe orthodoxe, tout cela a été interdit par la loi en Ukraine. Sans cela, on n'aura pas de discussion sérieuse. L'Occident ne peut pas prétendre que ce sont des choses normales. M. Blinken, M. Sullivan, qui quittent leurs fonctions et disent qu'ils sont persuadés que la nouvelle Maison-Blanche continuerait de soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage dans le cadre duquel les Américains vont exterminer tout ce qu'il y a de russe en Ukraine. C'est dangereux quand même. Cela témoigne du nazisme dans la politique extérieure, ou bien c'est la formation des nazis, une sorte de la mise en place de la politique extérieure des États-Unis. Les États-Unis veulent nous dissuader
et ne veulent pas que nous ayons des avantages concurrentiels. Bref, tout cela pour dire que nous allons attendre des initiatives concrètes. Le président Poutine s'est dit prêt à rencontrer ses vis-à-vis. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition pareille. Ensuite, c'est le président Trump qui a dit qu'il fallait se rencontrer, mais avant, comme l'a dit le président Trump, il faut entrer dans le bureau de la Maison Blanche. S'il vous plaît, la question suivante. Open TV, Grèce. Vous savez, il y a un paradoxe en Europe. Des millions de gens, 2 millions d'Européens, et dans certains pays, comme dans mon pays, en Grèce, en Chypre, la majorité écrasante de la population ne sont pas d'accord avec la politique menée par nos responsables politiques. La population est absolument contre toutes sortes d'escalades militaires préparées par qui que ce soit. C'est une situation paradoxale, une démocratie paradoxale. Nos gouvernements ne prennent pas en compte les idées de notre population. Ils n'harmonisent pas leur politique extérieure avec la population. Il y a ceux qui disent que ces décisions politiques sont prises compte tenu d'autres obligations. Donc cela n'a aucun rapport avec la volonté du peuple. Ma question est la suivante. La Russie fait partie de ce continent eurasiatique. Quels sont vos pronostics? Est-ce qu'un jour, on peut revenir à la normale? Quel est le moyen de le faire? Est-ce qu'on va normaliser les relations sur notre continent commun? Et si vous permettez, encore une petite question. Vous êtes le diplomate le plus expérimenté, le diplomate chevronné. Et très souvent, vous avez tranché, vous avez essayé de régler la question de Chypre. On parle maintenant du lancement d'un nouveau processus de pourparlers à Chypre. Est-ce que vous avez des attentes peut-être ou bien des conseils à donner à ceux qui vont tenir ces pourparlers? Merci. Je vais commencer par la deuxième question, par répondre à votre deuxième question. Oui, c'est vrai, quand j'étais à New York, quand j'étais à ma poste en New York, je m'occupais du dossier Chypre parce que le président chyprien venait à l'Assemblée générale de l'ONU chaque année et il invitait les ambassadeurs de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons évoqué les principes stipulés dans la décision du Conseil de sécurité. Et nous avons bien sûr parlé des échecs qui se sont dressés sur la voie du règlement du problème du Chypre. La dernière tentative, c'était le plan de Kofi Annan. Quelle était l'année de ce projet de Kofi Annan? Peut-être vous vous en souvenez mieux. Mon bon ami Kofi Annan, qui est déjà disparu, en grand secrétaire général d'ailleurs. À l'époque, il a pris un risque et il a, au conseil de ses adjoints, il a proposé un plan qui changeait légèrement la décision du Conseil de sécurité en faveur de l'affaiblissement du pouvoir central et de l'État éventuel uni. Ça veut dire que les Grecs chypriotes auraient moins de pouvoir. Il y a eu un référendum, le référendum a rejeté ce plan et à partir de ce moment, il n'y avait plus de propositions concrètes. Je sais que nos voisins turcs disent que ce sont 2 États égaux, qu'on ne pourra rien faire, on ne pourra rien changer et qu'il faut se mettre d'accord. Nous n'avons pas de schéma magique qu'on puisse proposer ou qu'on veuille imposer. Non, c'est impossible. Il faut prendre en compte les intérêts des 2 peuples. Les pays membres permanents du Conseil de sécurité étaient considérés comme garants de ce processus. Ces dernières années,
À l'accord de la Nicosie, ces 5 États membres ne se réunissent plus. Les autorités chypriotes travaillent avec les États-Unis, je crois. Nous avons un seul vœu, que les Chypriotes vivent comme ils veulent, au nord, au sud. Il y a beaucoup de citoyens russes qui habitent au sud, mais plus de 10 000 personnes habitent au nord. Nous leur prêtons des services consulaires. On n'a pas de service consulaire permanent sur cette île, contrairement à la Grande-Bretagne, par exemple. Mais par contre, il y a des services consulaires qu'on peut proposer aux habitants, aux ressortissants qui habitent sur cette île. Il faut que les Chypriotes choisissent leur sort. Il y a des partenaires de cette île qui disent, même qui indiquent quelles décisions prendre. Par exemple, ils disent que les Chypriotes doivent entrer à l'OTAN. Ils disent qu'il faut changer la législation intérieure pour nuire les Russes qui ont fait le transfert de l'argent dans les banques chypriotes. C'est un peu la même chose que ce qu'on dit à la Serbie, quel est le prix à payer pour entrer à l'Union européenne. C'est la même chose avec le Chypre et l'OTAN. On dit que si le Chypre entre à l'OTAN, il sera allié, etc. Mais ils disent qu'il faut qu'il y ait moins de Russes sur cette île. Il faut ne plus se souvenir de notre histoire commune. Nous ne gérons pas dans les affaires intérieures. Cette question dont nous sommes en train de discuter est très importante. Sur le plan géopolitique, les questions encore plus importantes, c'est la première partie de votre question, la possibilité de la normalisation de nos relations sur le continent commun. Notre continent commun, c'est l'expression clé. Ce continent s'appelle l'Eurasie. C'est le continent le plus grand, le plus peuplé, sans doute le plus riche en termes des ressources naturelles. Je crois que seule l'Afrique et le Groenland qui peuvent dépasser ce continent en matière de richesse. Mais sur ce continent, il n'y a pas de structure unifiée continentale. En Amérique latine, il y a la CELAC, Communauté d'États latino-américains et Caraïbes. En Afrique, il y a l'Union africaine. Il y a d'ailleurs de différentes organisations régionales en Afrique et en Amérique latine, mais il y a aussi des structures suprarégionales. Et si chez nous, sur notre continent, il y a juste des organisations régionales, mais il n'y a pas de structure unifiée, une sorte de toit, si je puis dire. Cet organisme n'existe pas. Je pense que ce serait bien de tenter d'instaurer un tel mécanisme. Vous avez dit, est-ce qu'il est possible de revenir aux relations normales? Oui, c'est clair que dans la partie occidentale de notre continent, il y a des différentes organisations. C'est le SCE, c'est l'OTAN, c'est le Conseil de l'Europe, c'est l'Union européenne. Les deux premières, le SCE et l'OTAN, sont basées sur le concept de la sécurité euro-atlantique, auquel participe l'Amérique du Nord. L'Union européenne a été créée pour les Européens, mais il n'y a pas longtemps, elle a signé un accord avec l'OTAN, selon lequel l'Union européenne, sur le plan militaire, au cas de la guerre, j'espère qu'on évitera quand même ce scénario. Alors, dans ce cas-là, non seulement l'Union européenne, mais aussi la Suisse doivent adhérer à une sorte de Schengen militaire. Si, au cas où l'OTAN a besoin d'utiliser votre territoire pour aller vers la Russie, il faudra lever toutes les barrières, tout permettre. Et puis, il y a le Conseil de l'Europe. Les Américains ne sont pas membres de ce Conseil. Ils ne sont qu'observateurs. Ça se comprend bien. Mais quand même, les activités de ce Conseil, la création des tribunaux illégaux, l'établissement des registres, un mécanisme de compensation qui vise à condamner la Russie
Tout cela est dicté par la décision des États-Unis. Pourquoi je le dis? Le SCE, l'OTAN et maintenant l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, et d'ailleurs le Conseil des États du Nord qui sont maintenant tous membres de l'OTAN, tout cela, ce sont les structures euro-atlantiques et non pas les structures du continent eurasien. Si quelqu'un veut contrôler l'Europe, je pense que ces personnes-là sont intéressées à maintenir ces structures euro-atlantiques. La partie centrale et la partie orientale de l'Eurasie a beaucoup plus de perspectives du point de vue de l'infrastructure. C'est une partie du continent beaucoup plus prometteur parce qu'il y a des projets de logistique et d'infrastructure qui y sont réalisés à grande échelle. Alors, l'OTAN, Washington, que veut-il faire? Que tous les continents eurasiatiques fassent partie de cette construction euro-atlantique. Avant que Stoltenberg a quitté son poste, il a dit que la sécurité dans la région euro-atlantique et asiatique est indivisible. Donc cette sécurité qui a été déclarée en 1999 comme le principe de l'OSCE, qu'il ne faut pas se renforcer en affaiblissant l'autre. Ils ont changé ce principe. Ils veulent que toute l'Eurasie se développe dans le contexte militaire et technique dans les paramètres euro-atlantiques, la région Inde-asiatique. Là, il y a le quartet, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Japon, d'autres groupes avec la participation de l'Inde, à qui les Américains veulent transmettre le rôle de développeur du secteur militaire. Là, il y a le Taïwan avec ses technologies militaires, il y a les tentatives et même des actions concrètes pour infliger les Philippines, pas dans le travail de l'océan, mais dans le travail de ces blocs américains. Si on parle de Taïwan, tout le monde, les Européens, les Britanniques disent qu'ils respectent le principe qu'il y a seulement une Chine, la Chine, la République populaire de Chine. Ils disent qu'il y a il y a seulement une Chine, mais personne ne doit changer le statu quo. Et qu'est-ce que c'est le statu quo? C'est le Taïwan indépendant. C'est évident. Et la Chine a dit à plusieurs reprises, par exemple aux États-Unis, que c'est inacceptable. C'est inacceptable d'accueillir les délégations de Taïwan dans le monde quand on les considère comme les dirigeants, les acteurs officiels. Le président Poutine, lors de son discours ici dans cette salle le 14 juillet, il a parlé de règlement du conflit en Ukraine qui se base sur la nécessité de fermer la question de l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et restaurer les structures russes qui ont été éliminées en Ukraine par le régime de Zelensky. Dans cette salle, il a parlé de la nécessité de former l'architecture eurasiatique, particulièrement asiatique, comme CELAC, comme l'Union africaine, ouvert pour tout le monde, tous les pays du continent. Ces idées sont discutées pendant des dizaines d'années
Pendant la première sommet Russie-ASEAN, M. Poutine a présenté l'idée de former le grand partenariat eurasiatique. Il y a de tels accords entre l'OSCE, UEE, l'ASEAN. Nous travaillons maintenant avec les organisations qui traitent le Golfe Persique et les organisations de régions arabes. Donc il faut être ouvert, car seulement dans ce cas, nous pouvons utiliser les avantages donnés par le Dieu, par la nature. Nous parlons, et certains parlent souvent dans ce contexte de la partie occidentale de notre continent. Et parfois, c'est vrai, mais l'idée de la promotion de ces partenariats eurasiques vise à harmoniser les programmes des organisations qui existent aujourd'hui. Et dans ce contexte se développent les relations dans le cadre de la mise en œuvre du projet chinois, d'autres projets comme le corridor nord-sud, le projet passage du nord-est, les ports de Bangladesh, Mumbai, les projets à l'orient de la Russie. Voilà, c'est le sens de partenariat dont je parle. Et quand ce partenariat aura assez de poids, nous pourrons parler de la création de la concurrence, des voies plus effectives des échanges économiques. Ce sera le fondament matériel pour l'architecture de la défense eurasiatique. Et voilà sur ce que le dialogue a été commencé en septembre 2024 à Minsk. Il y avait la deuxième conférence sur la sécurité eurasiatique. Là ont été présentés les membres des gouvernements de la Serbie, de l'Hongrie, le ministre des Affaires étrangères pour la deuxième fois. Il a montré de l'intérêt envers cette conception. Il y avait les représentants de la Biélorussie, les organisateurs de cette conférence. Ils travaillent sur faire cette conférence régulière. Nous avons soutenu leur initiative d'élaborer avant la conférence suivante, le projet de la charte de la diversité eurasiatique au XXIe siècle. Donc, je crois qu'il faut réfléchir. Il faut faire que le continent eurasiatique se développe en se basant sur les intérêts du continent eurasiatique, pas euro-atlantique, Pacifique, Indo-Pacifique, mais en se basant sur l'histoire et la nature. On va s'occuper de cette affaire et je souligne ce processus est ouvert pour les pays qui se trouvent sur notre continent. Mais le Chypre, c'est l'île, mais on vous invite aussi.